autour de cette thématique. Alors beaucoup de choses ont été dites par les intervenantes et les intervenants. Je vais les reprendre en essayant de vous donner aussi un peu de recul à travers ce que les chercheurs, ce que les chercheuses, ce que les sciences de l'éducation, ce que la sociologie, la psychologie nous apprend aujourd'hui sur la situation des jeunes et sur la réalité de l'acte d'éducation. Alors, en introduction et assez rapidement, je voudrais qu'on se mette d'accord, si possible, sur trois idées. Trois idées fortes qui nous rassemblent indépendamment de nos différentes sensibilités et de nos différentes appartenances institutionnelles. La première idée, elle renvoie à une question: qu'est-ce qu'un enfant? Qu'est-ce qu'un enfant? Alors juridiquement, Madame de la PJJ le sait, un enfant c'est quelqu'un qui n'a pas encore eu son 18e anniversaire, n'est-ce pas? Mais Madame le sait aussi, dans la nuit de ses 18 ans, il ne se passe rien de très extraordinaire. Hein? Il n'y a pas d'apparition subite, de transformation cérébrale. Néanmoins, la loi fixe une frontière. L'enfant, c'est celle qui n'a pas encore 18 ans. Si on regarde maintenant ce que nous disent à la fois les pédagogues et les philosophes sur l'enfant, on pourrait dire très simplement que c'est un être paradoxal, parce qu'il est à la fois inachevé et complet. Alors, c'est difficile de combiner le fait d'être inachevé et d'être complet. Il est inachevé parce que le petit humain vient au monde prématuré. S'il venait à terme, il naîtrait à 27 ans. Ce serait long. Déjà 9 mois, c'est long, donc 27 mois, vous imaginez. Alors, les anthropologues expliquent que dans l'évolution, quand l'Homo sapiens sapiens s'est relevé, le bassin s'est rétréci, etc., et que petit à petit, le petit humain s'est habitué, et l'évolution a fait le travail, à naître prématuré. Il n'est pas stabilisé. Il a des potentialités, mais ces potentialités ne sont pas fixées. C'est la grande différence avec le petit animal. L'abeille, quand elle vient au monde, elle est génétiquement royaliste. C'est-à-dire qu'elle n'a pas le choix de son régime politique. Et elle sera royaliste jusqu'à la prochaine mutation génétique. Le petit humain, quand il vient au monde, il n'est ni royaliste, ni républicain, ni monarchiste, ni démocrate. Il est un être en devenir. Il est un être qui n'est pas fini. Et parce qu'il n'est pas fini, il faut le protéger. Il faut le protéger et il faut l'éduquer. Mais en même temps qu'il est inachevé, l'être humain, quand il naît, il est complet. Il porte en lui toute l'humaine condition. Il porte en lui toute la multiplicité des potentialités, des sentiments, des aspirations de l'humain. C'est la raison pour laquelle il est inachevé, il doit être protégé, mais il est complet, il doit être entendu. Quand j'écris entendu, Madame nous a expliqué qu'elle demandait l'avis des enfants. Ça ne veut pas dire, entendons bien, approuver. L'enfant doit être entendu. D'ailleurs, dans les textes juridiques, le juge des enfants entend l'enfant. Dans des cas de divorce, par exemple, ou de garde d'enfant, ça ne veut pas dire qu'il approuve l'enfant et qu'il fait ce que l'enfant demande. Mais il l'entend. Il l'entend. Un texte fondamental, essentiel, quand nous avons fêté l'anniversaire il y a quelques jours, le 20 novembre, la Convention internationale des droits de l'enfant, que je vous invite à lire, relire, étudier, y compris avec vos élèves, avec les enfants ou les adolescents que vous encadrez. Ce texte-là dit très clairement dans ses articles 11 à 15 que tout enfant doit être entendu sur toutes les questions le concernant. Et dans tous les lieux où il participe, il doit être entendu dans sa famille, il doit être entendu dans ses loisirs, il doit être entendu à l'école, il doit être entendu dans la cité. On doit l'entendre pour engager une interlocution avec lui.
Alors, oui, il faut nous référer, c'est très important, à cette Convention internationale des droits de l'enfant. Pourquoi il faut nous y référer? Parce que c'est un texte qui, au titre de l'article 55 de la Constitution, est au-dessus de nos lois. Alors vous avez peut-être entendu parler du fait que le gouvernement dégainait l'article 49.3. Et il n'arrête pas de dégainer l'article 49.3. Alors moi je dis aux éducateurs, dégainez l'article 55. N'arrêtez pas de dégainer l'article 55 de la Constitution, qui dit « La Convention internationale des droits de l'enfant est au-dessus de nos lois, décrets et circulaires ». Et il faut la prendre au sérieux, cette convention, parce qu'elle nous dit tout ce à quoi l'enfant a droit et tout ce pourquoi et vers quoi nous devons nous allier. Nous allier, cette alliance éducative dont on a parlé tout à l'heure. Qu'est-ce que l'enfant? Qu'est-ce qu'éduquer? Eh bien, éduquer, c'est transmettre le monde à ceux qui viennent. Il faut le leur transmettre puisqu'ils arrivent au monde infiniment démunis. Mais on ne leur transmet pas le monde pour qu'ils le reproduisent à l'identique. Les enfants ne sont pas des abeilles. On leur transmet le monde pour qu'ils puissent le transformer. Un principe fort, donc, transmettre nos traditions, nos langages, notre histoire, tout ce qui nous a construits, mais sans enchaîner l'enfant à ces traditions. Et puis, troisième question, troisième élément qui peut nous servir de point de repère pour avancer, qu'est-ce qu'émanciper? On dit souvent l'éducation, c'est l'émancipation. L'émancipation, ce n'est pas la négation de notre contingence. Nous sommes des êtres contingents. Moi, j'ai 73 ans, je suis né en 1949, après la libération, je suis né un homme, j'avais les cheveux bruns, je m'appelle Philippe à cause de Pétain, mes parents étaient pétainistes, voilà. J'avais des images de Pétain partout autour de moi, dans mon appartement, voilà. Je n'y suis pour rien. Vous n'allez pas m'accuser de ça, n'est-ce pas? Je n'ai pas choisi tout ça. Je ne l'ai pas choisi. Je suis né dans une famille ouvrière, mais très enracinée à l'extrême droite, voilà. M'appelait Philippe, il fallait honorer le maréchal. Je ne suis pas obligé d'honorer le maréchal, moi. C'est-à-dire que j'ai été fait par mes parents, mon environnement, l'idéologie qui régnait autour de moi quand j'étais petit, mais je ne suis pas enfermé à l'intérieur de ça. L'émancipation, c'est la possibilité donnée aux êtres de ne pas être enfermés dans ce qui les a faits. Oui, nous avons été faits. Oui, nous héritons d'une multitude de choses. Tout ce dont nous héritons, nous n'en sommes pas responsables. Mais la question que nous posons à chaque enfant, à chaque adolescent, la question que chaque éducateur, les parents, les enseignants, les animateurs posent aux enfants et aux adolescents, la question que posent les éducateurs de la PJJ, c'est qu'est-ce que tu vas faire, toi, avec ce qui t'a fait? Bien sûr, tu as vécu des accidents de la vie. Bien sûr, tu as vécu des situations matérielles insupportables, notre collègue l'a dit. Mais tu n'es pas enfermé là-dedans. Tu n'es pas enfermé là-dedans. Le contraire de l'éducation, c'est l'essentialisation. C'est l'enfermement. C'est le fait de dire, voilà, tu es ça, et tu es assigné à être cela et à le rester. Tu es cela, tu es un cancre, tu es un délinquant, voire tu es un dyslexique. Alors bien sûr, ça peut être utile à un moment de dire, Jules, Myriam, Johanna est dyslexique. Mais moi, éducateur, ce qui m'intéresse, c'est pas simplement de savoir que Jules est dyslexique, c'est de savoir que Jules est dyslexique, qu'il adore les mangas, qu'il est un excellent golf au foot et qu'il est amoureux d'une fille de la classe. Parce que c'est ça qui va m'aider à le faire progresser. C'est pas en épinglant ses déficits que je vais le faire progresser.
c'est en m'attachant à ses ressources. Et encore, quand j'aurais dit, Jules est dyslexique, il est amoureux de manga, il est excellent goal, il est amoureux de Betty, quand j'aurais dit tout ça et plein d'autres choses encore, j'aurais pas tout dit de Jules. Jules, il est plus que ça encore. Il est quelque chose qu'il va choisir de devenir et que moi, je ne peux pas décider à sa place. L'éducation, c'est ça. L'émancipation, c'est ça. C'est donner aux êtres la possibilité de choisir leur devenir. On parle beaucoup aujourd'hui, et c'est bien, du bien-être des enfants. Moi, je préfère parler du bien-devenir des enfants. Le bien-être, c'est ce qu'ils sont. Le bien-devenir, c'est ce qu'ils vont décider d'être en dépassant ce qui les a déterminés, en dépassant tout ce qui les a et qui serait susceptible de les enfermer. Un texte de référence, dégainez-le le plus souvent possible, la Convention internationale des droits de l'enfant, article 55 de la Constitution. Un principe, transmettre les traditions, il le faut. Nos enfants en ont besoin, ils doivent savoir d'où ils viennent, mais sans enchaîner aux traditions, parce qu'ils ont la possibilité de transformer ce monde, et une exigence. Ne jamais essentialiser quiconque en lui posant toujours une question, que vas-tu faire toi de ce qui t'a fait? Engage ta liberté. Nous engageons l'autre à engager sa liberté. Alors après ces quelques remarques introductives, le plan du petit exposé de ce matin. D'abord, on va regarder ce que sont les difficultés des enfants et des adolescents d'aujourd'hui, et on va tâcher d'aller un peu au-delà des symptômes. Ensuite, nous nous demanderons comment prévenir ces dysfonctionnements en reprenant et en nous attachant à cette question des trois piliers fondamentaux de l'éducation, les parents, l'école, les tiers-lieux. Et puis, dans une troisième partie, j'évoquerai la nécessité de prendre soin de l'enfant en construisant autour de lui un écosystème éducatif. Un écosystème, c'est un ensemble d'actions qui vont lui permettre de se développer au mieux, comme on parle de l'écosystème d'un arbre, d'une plante, d'un animal. Et puis, je terminerai par quelques remarques qui ne feront que reprendre sous une autre forme ce qui a été dit au cours de la table ronde, le partenariat au service de l'enfant, travailler ensemble, se connaître, se donner des objets de travail communs. Pourquoi? Comment? Première série de remarques. Les difficultés de nos enfants et de nos adolescents aujourd'hui, au-delà des symptômes. Qu'est-ce que nous observons? Et souvent, qu'est-ce qu'observe l'immédiat? Le plus traditionnellement sur le registre de la plainte. C'était mieux avant. Les enfants d'aujourd'hui sont dissipés. Les enfants d'aujourd'hui sont violents. Les enfants d'aujourd'hui manquent d'attention. Les enfants d'aujourd'hui ne savent pas écrire. Les enfants d'aujourd'hui manquent de respect à l'égard des adultes, etc., etc. Ce sont des comportements qu'on désigne comme anomiques, c'est-à-dire qui ne sont pas dans les normes de ce que l'autre attend. On les observe, et très souvent, ces comportements anomiques, on se contente de les regretter et de dire que c'était mieux avant. Ce que je vais essayer avec vous rapidement, c'est de me demander de quoi ils sont le but. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a derrière ces comportements anomiques? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qu'il y a derrière des retards scolaires graves? Qu'est-ce qu'il y a derrière des gamins qui pètent les plombs? Qu'est-ce qu'il y a derrière des jeunes qui basculent dans la transgression et qui sont amenés à être pris en charge par la justice? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Alors, je ne vais pas être exhaustif, bien sûr, mais nous allons ensemble repérer un certain nombre de phénomènes, et vous allez voir que ce repérage nous sera utile quand il s'agira de construire des solutions. Parmi ces phénomènes,
Le premier peut-être, mais ce n'est pas le premier par ordre d'importance, mais probablement par ordre chronologique, c'est ce qu'on pourrait appeler la désaffiliation. La désaffiliation, c'est-à-dire le déficit de lien de filiation. Je ne sais pas d'où je viens. Je ne sais pas d'où je viens parce que je n'ai pas la chance d'avoir eu des parents qui m'ont accompagné. Mais je ne sais pas d'où je viens parce que aussi j'ai des parents qui sont eux-mêmes coincés entre deux cultures, qui eux-mêmes ne savent pas trop quelle place ils occupent au milieu de tout ça. Qui je suis? Qui je suis? On néglige beaucoup cette interrogation. Vous savez, les enfants, les adolescents, c'est des métaphysiciens, hein, c'est des philosophes. Ils se demandent toujours qui ils sont, qui je suis. C'est quelque chose que les psychologues nous disent souvent. Vous savez, les enfants se posent toujours la question de savoir s'ils sont vraiment les enfants de leurs parents. On se pose toujours cette question. Mais c'est un très bon indicateur, cette question. Suis-je vraiment l'enfant de mes parents? D'où je viens? Qui je suis? Et aujourd'hui, quand on travaille, quand on s'entretient avec les enfants et les adolescents, on en voit beaucoup qui sont perdus. Qui je suis? D'où je viens? Quel pays j'appartiens? À quel pays j'appartiens vraiment? À quelle culture j'appartiens? Cette désaffiliation, elle n'est pas facile à gérer. C'est une des raisons, un des noms de ces difficultés que nous avons évoquées. Deuxième difficulté, très fréquente aussi, c'est ce que nous appelons l'insécurité psychique. L'insécurité psychique. C'est-à-dire des enfants qui ont vécu dans un environnement où soit ils ont été violentés, soit simplement ils ont eu le sentiment qu'ils n'étaient pas suffisamment en sécurité, qu'on ne prenait pas soin d'eux et qu'ils étaient en situation de risque permanent. Risque pour leur intégrité physique, psychologique, risque pour leur développement et leurs apprentissages. Ils sont nombreux, les enfants, en insécurité psychique. Et ce que nous disent les pédopsychiatres, c'est que l'insécurité et la fragilité intérieure se transforment en quoi? En violence extérieure. Il y a un rapport inversé. Plus on est fragile à l'intérieur, plus on a besoin de prouver que l'on est fort à l'extérieur, de montrer ses muscles, d'exhiber sa violence, de devenir insultant parfois, manquer de respect dans d'autres cas. L'insécurité psychique, elle est là chez beaucoup de nos jeunes. Troisième élément, la rétention dans ce que nous appelons l'égocentrisme infantile. L'enfant, quand il naît, quand il sort du ventre de sa mère, il vient d'un lieu mystérieux qui était une sorte de paradis. Il était logé, nourri, blanchi, tous ses désirs étaient exaucés, il n'avait pas froid, il n'avait pas faim, tout ce qu'il voulait se réalisait. La naissance, c'est l'entrée dans l'insatisfaction, dans la frustration. Naître, c'est avoir faim et ne pas avoir tout de suite à manger, c'est avoir soif et ne pas avoir tout de suite à boire, c'est être mouillé, ne pas être changé immédiatement. C'est surtout avoir envie d'être pris dans les bras par ses parents. Mais il se trouve que les parents travaillent. Il se trouve que le papa fait la cuisine et que la maman est au bureau. Hein. Il se trouve que les parents ne sont pas toujours disponibles. Ne sont pas toujours disponibles. Alors il faut que l'enfant attende un petit moment. Pour qu'il attende un petit moment sans être angoissé, pour qu'il attende un petit moment en restant dans la sécurité psychique, il faut qu'on lui dise, qu'on lui laisse entendre, qu'on lui montre qu'il va attendre, mais qu'il ne sera jamais abandonné. Et que si on lui demande d'attendre un peu,
d'accepter une certaine frustration, c'est parce qu'il a la certitude qu'il n'y aura pas d'abandon. Or, qu'est-ce qui se passe si cette certitude n'est pas là? Eh bien, l'enfant, il va vouloir avoir satisfaction tout de suite. Et il va grandir dans une forme de caprice systématique. Je veux, j'ai droit, je veux, j'ai droit, je veux, j'ai droit. Et je ne veux pas attendre, je veux avoir satisfaction tout de suite. J'exige d'avoir satisfaction immédiate. Et ce sont ces enfants-là que nous allons parfois avoir à l'école, avoir dans un certain nombre de lieux d'animation. Des enfants qui sont dans ce que nous appelons l'égocentrisme infantile. C'est-à-dire qu'ils sont au centre du monde et ils veulent que le monde soit à leur service complètement. Ils sont au centre du monde et ils veulent que tout le monde réponde à leurs caprices. D'ailleurs, ils sont très habiles pour cela. Par exemple, ils savent parfaitement que pour avoir satisfaction, ils peuvent mettre les adultes en concurrence. Mettre les adultes en concurrence, parce que les adultes, vous savez, ça adore être aimé par les enfants. Et donc, quand un enfant veut quelque chose et que les parents ne veulent pas, on peut avoir tendance à aller voir la mamie. Et on met les adultes en concurrence pour obtenir satisfaction. On est dans l'infantile. L'infantile, c'est la pulsion permanente, c'est le caprice permanent. Alors entendez-moi bien, il n'y en a pas ici, mais il existe encore des adultes qui sont dans l'infantile. Ah, dans la salle, Pas beaucoup, mais il y en a. Et il y en a d'autant plus que nous vivons dans une société très particulière. Nous vivons dans une société, Jean-Pierre l'a évoqué dans son introduction, où il y a la publicité, par exemple. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la publicité? Elle nous dit, fais ton caprice, ça fait marcher le commerce. Et l'enfant, il est, en quelque sorte, entouré de gens qui lui soufflent en permanence à l'oreille. Fais ton caprice. Hein? Et ça rend difficile le fait d'attendre. Parce que attendre, c'est pouvoir réfléchir. Attendre, c'est pouvoir s'informer. Attendre, c'est pouvoir discuter. Quand on n'attend pas, on fait tout de suite, on a le temps ni de réfléchir, ni de s'informer, ni de discuter. Attendre. On a des enfants qui aujourd'hui ne savent pas attendre moins une Marie quand on est dans des classes. Il y a quelques années, en sortant de ma fonction de directeur de l'UFM, j'avais pris une classe de CM2 dans un réseau d'éducation prioritaire de Lyon. Une des premières choses que j'avais vues, quand je m'adressais à mon collectif de 25 élèves, c'est que à peine avais-je donné le premier mot, la première phrase, le premier paragraphe de l'exercice, il y en avait 10 ou 15 qui levaient la main en disant qu'ils n'avaient pas tout compris. Évidemment, ils ne risquaient pas d'avoir tout compris, puisque je n'avais pas expliqué. Cette difficulté à attendre, elle se manifeste alors, par des demandes permanentes. Je veux, et je veux que ce soit moi qui soit traité en priorité, puis les autres, je n'ai rien à faire. Mais elle se manifeste aussi par ce qu'on appelle le passage à l'acte. Passage à l'acte, c'est quand on ne supporte pas d'être frustré, qu'on bascule dans quoi? Dans la violence. Qu'on bascule dans la colère. Et que la colère prend parfois la forme de coups. Oui, ça c'est l'infantile. C'est l'infantile, et cet infantile, il faut savoir que notre société le cultive en grande partie. Alors il y a aussi, je ne vais pas m'y attarder, dans les symptômes, à l'origine des symptômes que nous pouvons observer, les identifications aliénantes. Les identifications avec des personnages, des personnes, des leaders, des animateurs de télévision ou d'autres choses,
qui vont incarner à un moment donné un idéal, mais pas un idéal de liberté, mais un idéal d'aliénation. Un idéal non pas qu'il va falloir dépasser, mais un idéal qu'il va falloir imiter. Quand l'identification devient mimétisme, aliénation, alors le gamin, la gamine, ils sont là et ils n'ont pas la possibilité de sortir de cette fascination. Et là encore, la société joue beaucoup là-dessus. Il y a, et c'est lié, l'incapacité à reconnaître l'altérité. L'altérité, l'autre. L'autre comme un autre sujet. Un sujet comme moi. Une personne comme moi. Qui souffre. Qui peut ressentir des douleurs violentes. Qui peut avoir des blessures qui durent. On sait que beaucoup de comportements anomiques sont liés à cette incapacité à repérer l'altérité. À voir dans l'autre enfant, dans l'autre adolescent, dans l'autre adulte, notre nous-mêmes. Il y a quelque chose de ce type qui se joue dans la sexualité. Parce que vous savez, peut-être pas ici, mais dans l'Hexagone, les gamins en primaire, ils ont tous vu 3, 4, 5, 6, 7, 8 films pornographiques. Qu'est-ce que c'est qu'un film pornographique? C'est pas un film qui permet de se représenter des sujets vivants qui désirent et qui souffrent. C'est un film où les corps humains sont de la viande. N'est-ce pas? De la viande que je peux consommer pour ma propre satisfaction, indépendamment de la souffrance que je lui inflige. Alors oui, on voit un certain nombre de nos adolescents, parfois même de nos enfants, qui considèrent que le corps de l'autre c'est de la viande. Et si c'est de la viande, on peut taper dessus. Si c'est de la viande, on peut l'utiliser sexuellement à son profit. Si c'est de la viande, on peut le mépriser, on peut l'exhiber, on peut le violenter, on peut le violer. Cette incapacité à comprendre que l'autre est un autre moi-même, un autre sujet, elle est au cœur d'un certain nombre de comportements anomiques. Parmi les autres difficultés qui sont présentes aujourd'hui chez nos jeunes, et probablement chez beaucoup d'entre eux, ce qu'on appelle les troubles attentionnels. Parce que, probablement, ici c'est un peu pareil en métropole, on que la plupart des adolescentes et des adolescents doivent disposer d'un petit appareil qui leur permet de se connecter à des réseaux sociaux, de communiquer avec leurs copains et leurs copines. On dispose d'enquêtes sur l'usage par les adolescents du téléphone portable. L'addiction est terrible. L'addiction est terrible. Je ne parle pas des adultes. L'addiction est terrible. Dans une enquête que je lisais récemment, effectuée dans les pays scandinaves, on expliquait qu'un adolescent ou une adolescente de 14-15 ans ne peut pas rester plus de 5 à 7 minutes sans toucher son téléphone portable. Au bout de 5 à 7 minutes, s'il n'a pas touché, il y a un état de manque et ça devient très difficile à supporter. Alors il y a l'écran du téléphone portable, il y a l'écran de l'ordinateur, il y a l'écran du jeu vidéo. Le jeu vidéo. Le jeu vidéo, qui est un jeu particulier, un jeu de la virtualité totale. Quand vous tuez des gens au jeu vidéo, ils se relèvent. Ce ne sont pas des autres vous-même, c'est des avatars. Il n'y a pas d'irréversibilité du temps dans le jeu vidéo. Il y a le reset. Dans la vie, il n'y a pas de reset. Vous ne pouvez pas remettre à zéro. Quand vous êtes mort, il n'y a pas de remise à zéro. Quand vous êtes blessé, il n'y a pas de remise à zéro. Quand vous souffrez, il n'y a pas de remise à zéro. Dans le jeu électronique,
Ils se relèvent tous, hein. Tous ceux que vous avez tués se relèvent pour la partie d'après. Et donc on voit bien que tout ça va provoquer des comportements particuliers chez les enfants, chez les adolescents. Ces comportements, on les caractérise autour de ce qu'on appelle les troubles attentionnels, troubles de l'attention, et en particulier de ce qu'on appelle l'attention profonde. Parce que l'écran est terriblement attractif. Si vous êtes dans une salle d'attente, dans un restaurant où il y a un écran, c'est très difficile de ne pas le regarder. C'est très difficile, il faut tourner le dos. S'il est dans le champ de vision, vous irez le regarder. Parce que l'écran a un rayonnement en termes de pixels qui a sur le cerveau un effet de surstimulation. C'est-à-dire qu'il détermine votre attention au-delà de tout le reste. C'est-à-dire, si l'écran est là et qu'il est dans votre champ de vision, il faut un effort énorme pour plutôt parler à la personne qui est à côté de vous que de regarder. Et ça crée un trouble de l'attention profonde qui se répercute en particulier sur les difficultés de lecture. Nous savons aujourd'hui, Catherine Hayes, chercheuse américaine très célèbre dans ce domaine, a montré que l'usage systématique des écrans, eh bien, ça a provoqué des difficultés énormes dans l'accès à l'écriture et à la lecture. Voilà. Mais dans l'accès aussi au dialogue, et au dialogue approfondi. Et on a l'habitude que ça se renouvelle très vite, et on ne s'installe pas dans le dialogue d'une manière qui permet des échanges authentiques avec les autres. Ces troubles attentionnels, ils sont là. Ils sont une des explications de retard et d'échecs scolaires importants. Autre explication, les écarts culturels. Monsieur a rappelé tout à l'heure la statistique que je donnais hier. Certains enfants arrivent à l'école maternelle avec 500 mots, d'autres avec 5000 mots. Quand on arrive avec 500 mots, on ne peut pas comprendre ce que dit le maître ou la maîtresse. Parce que la plupart des mots que dit le maître ou la maîtresse n'ont pas leur correspondant psychique. Alors cela nous interpelle, évidemment. Cela interpelle la parentalité, cela interpelle les structures d'accueil de la petite enfance. Moi, je mène en France un programme de formation à destination de ceux et celles qui encadrent ce qu'on appelle les MAM, c'est-à-dire qui gardent les enfants à la maison, pour que cette garde ne soit pas simplement une garde comme on garde des chats ou des chiens, mais une garde d'enfants à qui l'on parle, avec qui l'on discute, même s'ils ne répondent pas. Parce que mes amis, je vais vous livrer un secret. Si on attendait que les enfants sachent parler pour leur parler, ils ne parleraient jamais. Et donc il faut commencer à leur parler avant qu'ils sachent parler. Parce que tout ça va contribuer à les éveiller au dialogue entre les personnes. Ces écarts culturels, il existe aussi quand il y a des écarts entre des cultures différentes. Je n'ai pas le temps de développer, mais il est clair que la culture scolaire, ce qu'on attend d'un comportement d'un élève à l'école, ce n'est pas la même chose que ce qu'on attend à la maison. Et qu'il y a des enfants qui n'ont pas parfaitement vu cela, compris cela. Il y a quelque temps, j'étais dans une cité éducative à Évry, et je travaillais avec des mamans d'origine maghrébine, pour l'essentiel. Et ces mamans me disaient, mais nous, on en a assez que les institutrices, les maîtresses forment nos enfants à être des insolents. Alors, je suis surpris, comment ça? Ben oui, parce que nous, quand on parle à nos enfants, on veut qu'ils baissent leur regard. Alors que les maîtresses, quand elles parlent à nos enfants, elles leur disent toujours « regarde-moi dans les yeux ». Ben oui, c'est un écart culturel. Et il y a bien des tas des écarts culturels de ce type qui jouent et qui vont être déterminants si on ne les repère pas, si on ne les comprend pas. Si on ne les comprend pas, et si cette coéducation qu'on a vu tout à l'heure, dont on a vu tout à l'heure l'importance n'est pas présente. Alors je pourrais multiplier, mais je vais m'arrêter là pour ne pas vous donner trop le cafard.
Au fond, quand même, une des choses qui plombe nos enfants et nos adolescents, c'est l'absence de perspective d'avenir. L'absence de perspective d'avenir, alors d'avenir professionnel, mais pas simplement d'avenir professionnel. Je vais vous donner une statistique, je ne sais pas si elle vaut pour la Guadeloupe, si elle vaut pour les Antilles. Mais dans une enquête récente, auprès d'enfants de 15 et 16 ans, on a ce chiffre extraordinaire. 67% d'entre eux pensent qu'il y aura la fin du monde avant la fin de leur vie. 67% d'entre eux pensent qu'il y aura la fin du monde avant la fin normale de leur vie. Alors, je ne sais pas si c'est vrai ici. Et ça veut dire que les questions d'écologie, qui nous intéressent plus ou moins, les enfants, ils sont comme des éponges. Hein. Ils entendent, ils reçoivent, ils comprennent le dérèglement climatique. Ils entendent, ils reçoivent, ils comprennent le fait qu'il y a des gens qui menacent d'utiliser l'arme atomique. Ils entendent, ils reçoivent, ils comprennent le fait que en 50 ans, le niveau de la mer aura monté de 2,5 mètres, ou d'1,50 m. Ils entendent tout ça. Il ne faut pas croire que ça n'a aucune influence sur eux. Ça les travaille en profondeur. C'est peut-être la première fois dans l'histoire du monde que des enfants s'imaginent, depuis l'an 1000, parce qu'en l'an 1000, vous savez, on pensait qu'il y avait la fin du monde. Alors, c'est peut-être la première fois depuis l'an 1000 que des enfants s'imaginent ou pensent que la fin du monde, ils vont la voir. Le Covid, ça n'a pas été sans conséquences sur nos enfants. Les conflits que vous avez vécus, mais aussi la présence de la mort, les informations quotidiennes, les confinements, ça les a travaillés, tout ça. Ça les a inquiétés. Et ne croyez pas que c'est fini. Ça continue à travailler. Le Covid est fini, il y a l'Ukraine. L'Ukraine n'est pas finie, mais le changement climatique est là. Tout ça, ça donne à nos enfants le sentiment que leur avenir n'est pas garanti. Alors qu'est-ce qu'ils se disent certains? Ils se disent, mais qu'est-ce que c'est ces adultes qui chipotent sur ma note en maths en 5e alors qu'ils me lèguent une planète dont je suis même pas sûr qu'elle va durer jusqu'à ma mort? Enfin, c'est quoi ces gens-là? C'est quoi ces gens-là? Si je me suis permis de vous dresser ce tableau, c'est pour vous dire que face à ces défis, nous avons besoin de cette alliance éducative dont nous avons parlé tout à l'heure. Nous en avons besoin. Nous avons besoin que les adultes travaillent ensemble et en particulier, nous avons besoin de redonner du pouvoir et de redonner de la cohérence aux 3 piliers de l'éducation. Alors ces 3 piliers. Ces 3 piliers de l'éducation pour prévenir ces comportements anomiques et pour remédier à ces dysfonctionnements psychiques qu'on vient d'évoquer. Ces 3 piliers, c'est les parents et la famille élargie, l'école et les adultes. Les parents, et j'ai ajouté la famille élargie, parce que là-dessus, les recherches sont relativement significatives. Elles nous montrent que les parents ne sont pas les seuls à exercer la parentalité. Il arrive que la parentalité soit exercée par le frère, la sœur. Souvent, dans le cas des garçons, une sœur aînée peut jouer un rôle absolument déterminant. Long, latent. Les grands-parents.
Probablement que nous avons trop sous-estimé le rôle des grands-parents. Probablement que nous aurions intérêt à travailler sur le rôle des grands-parents et à mobiliser les grands-parents pour qu'ils fassent des choses avec les petits-enfants, surtout s'ils ont un peu de temps. Probablement que les grands-parents peuvent être totalement déterminants dans leur capacité à accompagner l'enfant, à faire des activités avec eux, à leur faire découvrir le monde, l'environnement. Probablement que nous avons là quelque chose à investiguer qu'on a un peu sous-estimé. Moi, une des plus belles expériences que j'ai vécues dans ma vie, elle a été initiée par une collègue bretonne qui était responsable d'une SECPA et qui a demandé à ses élèves de SECPA d'enseigner l'informatique à des personnes d'un EHPAD. Ça a été extraordinaire. Ces élèves de SECPA qui enseignaient l'informatique à ces personnes de l'EHPAD, c'était formidable. Moi, j'ai assisté à un moment où un de ces élèves de SECPA, qui avait 15-16 ans, un peu basané, à un vieux monsieur d'EHPAD un peu raciste. Eh bien, le gamin a fait passer son B2I au monsieur et ils sont devenus les meilleurs amis du monde. Les meilleurs amis du monde. Et ils ont continué à se fréquenter longtemps, à s'expliquer des tas de choses. Le vieux monsieur lui a dit à moi, dans ma jeunesse, et toi, qu'est-ce que tu fais? Ah ben moi, je joue à Warcraft. Quoi tu joues? À World of Warcraft. C'est quoi ce jeu? Montre-moi. C'est formidable. C'est formidable que des liens se tissent entre les générations qui brisent ces tubes dans lesquels on a tendance à enfermer. Les parents, la famille élargie, l'école, les tiers-lieux, on les a évoqués tout à l'heure. Je vais aller vite, mais quand même rappeler ce rôle fondamental des parents. Les parents, je le disais tout à l'heure, ils permettent d'assumer la frustration dès lors que la promesse de ne pas être abandonné permet la construction d'un environnement sécurisé. Ils permettent aussi l'émergence de la réflexivité par l'instauration d'un dialogue bienveillant et exigeant. Parler. On me dit souvent, quel conseil vous donnez aux parents? On me met au pluriel. Quel conseil? Et en général, je réponds au singulier. Parler. Parler avec. On me dit, mais la télé, qu'est-ce qu'il faut leur autoriser? Qu'est-ce qu'il faut leur interdire? Je dis, ça n'a aucune importance. Ce qu'il faut, c'est choisir avant, regarder avec et parler après. Parler après. C'est pas grave qu'ils regardent une émission un peu difficile, même un peu violente, si vous en parlez avec eux. Si la parole vient jouer son rôle de médiation. Parler. Alors je sais bien que les parents manquent de temps, parfois de patience, mais parler, c'est la clé de l'éducation familiale. Les parents, bien sûr. L'école. L'école, elle a un rôle fondamental. L'école, elle va rassembler des personnes dont les parcours et les histoires sont différents. Ce garçon, cette petite fille, ils ont des histoires différentes. Ils ont des familles différentes, ils ont vécu des traumatismes différents, ils ont vécu des accidents différents, des richesses différentes. Il y en a un qui connaît ceci, l'autre qui connaît plutôt cela. Ils sont différents. Mais l'école, c'est fabuleux pour eux parce qu'ils sont différents. L'école va les reconnaître comme différents, mais aussi l'école va leur dire, quoi que vous soyez différents, vous pouvez partager les mêmes savoirs. Les mêmes savoirs. Donc je vous reconnais dans votre différence, mais en même temps, vous partagez les mêmes savoirs et donc vous vous retrouvez identiques. L'école, c'est la déclaration des droits de l'homme et du citoyen en pratique. Nous sommes différents, mais nous partageons les mêmes choses.
Et personne n'est exclu de ce partage. Personne n'est exclu de ce partage. Vous allez tous y arriver. Je vous appelle et je suis là, moi, pour vous aider à accéder au même savoir. Et parce que vous accédez au même savoir, vous allez découvrir que vous êtes différents mais que vous êtes égaux. Que vous êtes différents mais que vous avez tous la même dignité. Partagez les mêmes savoirs. Pourquoi c'est si important? Parce que c'est sur cela que se fonde ce qu'on appelle la socialisation secondaire. Je n'ai pas le temps d'expliquer en détail, mais pour faire gros. La socialisation primaire pour l'enfant, c'est ses frères, ses sœurs, ses cousins, ses cousines, les filles, ses filles, les amis, ses parents. La socialisation secondaire, en général, c'est à l'école qu'on la construit. D'ailleurs, les filles la construisent beaucoup plus facilement que les garçons. Hein? C'est un sujet que nous avons travaillé avant-hier avec des collègues des CEPA et des classes relais. Nous avons un problème avec les garçons. Hein? Dans les structures dites de relégation, il y a à peu près le même pourcentage que celui des femmes en prison, c'est-à-dire 5 à 10%. Pour faire gros, une fille cancre est aussi rare qu'un garçon prison. Donc, les garçons sont un peu fâchés avec l'école. Pas tous, pas tous. Mais les garçons sont souvent élevés dans le culte d'une espèce de virilisme machiste qui fait qu'ils considèrent que la force l'emporte sur l'intelligence. Alors les filles, bien sûr, elles considèrent que l'intelligence doit l'emporter sur la force, ce qui fait qu'elles sont l'avenir de l'homme, comme chacun sait. Mais ça ne résout pas le problème des garçons en errance et de la nécessité que ces garçons découvrent qu'on peut trouver du plaisir dans autre chose que dans la bagarre, dans autre chose que dans la violence, dans autre chose que l'identification à des leaders charismatiques dictatoriaux. Il faut que les garçons puissent aussi trouver du plaisir à lire la poésie. Et que les garçons qui aiment la poésie ne soient pas immédiatement considérés comme des lopettes. On a un gros travail pour sauver les garçons, pour leur faire accepter leur part de féminité, et pour les faire abandonner leur carapace virile et machiste, qui fait qu'ils sont convaincus qu'il n'y a que dans la force qu'ils régleront les problèmes. La force, c'est le contraire de la démocratie. La démocratie, c'est l'acceptation que ce n'est pas la force qui règle le problème. Alors à l'école, on a ça. On a ça parce que ce qui fait loi à l'école, ce n'est pas le sentiment, ce n'est pas la violence. C'est l'exigence de précision, de justesse et de vérité. À l'école, celui qui a raison, c'est pas celui qui crie le plus fort, c'est celui qui démontre le mieux. Ah ah. Et là-dessus, le virilisme machiste, il fait pas de poids. Il fait pas de poids. Les parents, la famille élargie sont essentiels, l'école est essentielle, les tiers-lieux sont essentiels, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'on y fait des apprentissages décisifs. D'abord parce qu'on s'engage dans une activité collective que l'on choisit, qui permet de mesurer l'importance de la solidarité dans la réussite de toutes et tous, et qui permet aussi de vérifier que l'autorité légitime ne réside ni dans la force, ni dans la violence, mais qu'elle est le revers d'une responsabilité au service du collectif. Pour moi, ça c'est fondamental. Il n'y a pas d'autorité qui ne soit le revers d'une responsabilité. Il y a quelques semaines, j'étais dans une classe maternelle petite. Et je vois une petite fille très fière qui m'accueille. Bonjour monsieur, je lui dis comment tu t'appelles. Il me dit son prénom, c'est Yves.
Et je lui dis, alors ici, elle me dit, ici je suis la chef du bocal à poisson rouge. Et je lui dis, en quoi ça consiste? Elle me dit, je suis responsable du bocal à poisson rouge. Je dois les nourrir tous les matins. Et je dois empêcher que les grands, même s'ils sont plus forts que moi, hein, ils viennent mettre des saletés dans le bocal à poisson rouge. Moi, c'est moi la chef. Hein. Elle a tout compris. Elle a compris que dans un collectif, l'autorité, ça n'est que le revers de la responsabilité. Je n'ai d'autorité que parce que je suis responsable de quelque chose. Et c'est au nom de ma responsabilité que j'exerce une autorité. Ça, les tiers-lieux, c'est un endroit formidable pour découvrir cela. C'est formidable pour découvrir ça. C'est au nom de ma responsabilité que je peux exercer une autorité. Non pas parce que je suis plus fort, mais parce que je suis responsable. Oui, je suis responsable de l'organisation de meeting. Oui, je suis responsable du nettoyage. Oui, je suis responsable de la cuisson. Oui, je suis responsable du rangement des matériaux. Et parce que je suis responsable, j'ai le droit de te dire, mais mon petit gars, t'as pas rangé tes affaires là à la fin. L'atelier cerf-volant, t'as pas rangé les tournevis et les trucs là. Moi, je suis responsable de ça. Et c'est au nom de ma responsabilité que j'ai l'autorité. Je n'ai pas d'autorité au nom de mon pouvoir parce que je suis plus fort. J'ai de l'autorité parce que je suis responsable. Alors ces trois instants, ces trois piliers sont absolument déterminants pour la construction d'un écosystème éducatif qui évite les phénomènes que j'ai décrits tout à l'heure. Un enfant qui bénéficie de ces trois piliers-là, eh bien, il va probablement moins facilement basculer dans une des dérives que nous avons décrites. Grandir, c'est donc apprendre à appartenir à plusieurs espaces-temps, dont les projets sont convergents et pas identiques. Et ça, c'est un peu compliqué pour l'enfant, parce qu'on a parlé de continuité éducative, mais il y a aussi des discontinuités, comme Jean-Pierre l'évoquait. Parce que les règles qui sont valables à la maison ne sont pas les mêmes que celles qui sont valables à l'école. Parce que les règles de l'école ne sont pas les mêmes que celles de l'animation. À l'école, pour prendre la parole, il y a un code. Ce n'est pas le même code dont on travaille à fabriquer une cabane. À la maison, il y a des codes. Ce n'est pas les mêmes codes que les codes de l'animation. Ça, c'est un peu compliqué. Et il faut qu'il apprenne. C'est pas facile, c'est pas facile. Il faut qu'il apprenne que respecter les règles dans un lieu, ça n'est pas trahir les autres. Que s'il respecte les règles de l'école, qui ne sont pas les mêmes que celles de la maison, il ne trahit pas la maison. Ça, c'est compliqué. C'est compliqué, et c'est compliqué parce qu'il faut parvenir progressivement à ce que j'appelle une forme d'hybridation intérieure. Hybridation intérieure qui offre tout à la fois la possibilité de s'intégrer dans différents espaces-temps et de développer son dialogue intérieur, source de réflexivité et d'éveil à la liberté. Il faut que l'enfant puisse appartenir à tous ces mondes à la fois. Mais là, on en revient à cette alliance. Parce que pour que l'enfant parvienne à appartenir à tous ces mondes à la fois, il faut qu'il voit et qu'il ressente que les différentes instances éducatives ne sont ni hostiles, ni indifférentes les unes aux autres, et qu'elles se connaissent, se respectent et s'estiment. Si vous voulez que l'enfant soit bien à l'aise dans sa famille, bien à l'aise à l'école et bien à l'aise dans l'animation, il faut qu'il ressente, qu'il voit, qu'il éprouve le fait que les gens, les adultes qui sont dans ces trois instances, ils se respectent, ils s'estiment et ils se complètent. Alors voilà, pour prendre soin de l'enfant, il faut construire un écosystème. Et l'écosystème, c'est tout le village. Il faut tout un village pour élever un enfant. Il ne faut pas que des professionnels, je le disais hier. Moi, quand j'étais petit,
J'habitais un petit village dans les Cévennes, dans le Massif central, et un jour, avec des copains, on a bouché la fontaine. Et bien, il y a la voisine d'en face qui est sortie à sa fenêtre. Et qui nous a dit, attention, hein, le petit Mérieux, hein, faut pas boucher la fontaine, parce que la voisine d'en face, c'était pas l'institutrice, hein. C'était pas ma mère. C'était pas un agent infiltré de la police locale. C'était simplement une citoyenne, comme les autres. Une citoyenne comme les autres. Comme vous. Comme vous, quand vous voyez un gamin jeter une canette de coca par terre et que vous lui dites « T'as pas oublié quelque chose là? Parce que tu sais, il y a une poubelle. » Parce que si nous ne savons pas faire ça, si nous ne savons pas être tous des éducateurs, et quand nous voyons un gamin jeter une bouteille de coca et lui dire « Tu sais, il y a une poubelle à côté », sans agressivité, juste on le lui fait remarquer, on lui dit « Alors il ne faut pas se plaindre de la délinquance et de la violence, hein. Il ne faut pas se plaindre. Si nous démissionnons de notre rôle d'éducateur au quotidien, il ne faut pas se plaindre qu'il pète les plombs et qu'il fasse n'importe quoi, les gamins. Si nous ne sommes pas capables de lui dire très simplement, mais tu sais, là, c'est pas compliqué, tu la mets dans la poubelle, la canette de coca. Si on n'est pas capable de lui dire ça, vous, moi, chacun d'entre nous, c'est pas la peine d'aller dire qu'il y a de la délinquance ici, hein. Parce que c'est nous qui l'avons fabriqué, la délinquance. C'est nous qui l'avons laissé faire, la délinquance. Parce que nous avons renoncé à être éducateurs dans le village. Nous avons renoncé. Les 3 piliers de l'éducation ne peuvent fonctionner que dans un écosystème global et fertile. L'écosystème, c'est là où tout le monde est concerné. Tout le monde est concerné. Qui permet de répondre aux besoins fondamentaux de l'enfant, dont le besoin d'un rappel à la limite, si c'est nécessaire. Et au sein de cet écosystème, tout agit sur tout. Quand on intervient sur un point, on fait bouger tous les autres. Moi, je vais dire au gamin, tu ramasses la bouteille de coca. Non, je lui dis, il n'y a même pas de ramasse. Je lui dis, t'as oublié, tu sais. Oh, c'est un oubli, tu n'avais pas vu qu'il y avait la poubelle à côté. Quand je lui dis ça, je ne fais pas simplement un acte citoyen écologique. Je fais quelque chose qui va l'aider à se structurer et faire en sorte qu'il soit un citoyen, mais aussi un élève, mais aussi une personne qui va, dans l'animation, occuper un rôle et prendre des responsabilités importantes. C'est toute la collectivité que je sais. Alors, cet écosystème éducatif, il comprend beaucoup d'éléments. L'enfant et l'adolescent, il a besoin bien sûr d'un habitat et d'un environnement sain. Nous n'y pouvons pas grand-chose. Il faut le rappeler quand même. Il faut rappeler que nous avons un combat dans ce sens-là. Il a besoin d'avoir de la santé, la nourriture bien sûr, le sommeil. Nous savons aujourd'hui à quel point le sommeil est déterminant dans l'équilibre. Et nous savons que les enfants de 2022 ont perdu entre 1 et 3 heures de sommeil par jour par rapport aux enfants de 1980. Un enfant fatigué, face à un problème de maths, c'est pas la même chose qu'un gamin qui a bien dormi. C'est clair. La prévention, sous toutes ses formes, bien sûr, ça fait partie de cet écosystème. La richesse de l'environnement linguistique et culturel, dans les lieux de garde, dans les crèches, dans les associations, tout ça c'est essentiel à ce équilibre. Les activités et responsabilités sociales qui lui sont offertes, y compris dans la famille. Alors aujourd'hui, c'est toi qui vas être responsable de ça. Ça fait partie de cet écosystème. La qualité de l'école et des relations école-parent, bien sûr. Notre collègue l'a dit, si l'enfant ne perçoit pas que l'école et les parents font alliance pour sa réussite,
l'écosystème est détraqué. L'accompagnement social individualisé des travailleurs sociaux, mais aussi l'accompagnement psychologique, personnel, dont ont besoin un certain nombre d'enfants qui ont des troubles graves. La régulation de l'usage des écrans, qui ne peut pas être la responsabilité d'un seul partenaire. Les parents seuls ne peuvent pas, à eux seuls, réguler l'usage des écrans. C'est pas possible. Moi, je vous mets au défi, hein. Si un parent qui a une fille de 15 ans ici et qui a réussi à réguler l'usage des écrans et à faire en sorte qu'elle ne regarde pas son téléphone portable à la maison pendant les heures des repas, levez la main. Et puis écrivez, et vous allez faire un best-seller. Vous allez faire un best-seller. C'est compliqué l'usage des écrans. Parce qu'il ne suffit pas d'interdire l'écran. Il faut proposer quelque chose qui soit plus attractif que l'écran. Bien sûr, les CBA en métropole développent beaucoup des terrains d'aventure pendant les vacances de la Toussaint. Que les vacances de la Toussaint, chez nous, c'est des vacances un peu pénibles, il fait froid, les parents travaillent, il n'y a pas de social, il n'y a rien. On fait des terrains d'aventure. On sait que pendant les vacances de la Toussaint, les gamins ils consomment de 12 à 15 heures d'écran par jour. Alors on fait un terrain d'aventure. Le premier jour, ils ne descendent pas forcément les tours. Et puis petit à petit, deuxième jour, troisième jour, ils se disent peut-être qu'aller bricoler avec les palettes, c'est quand même intéressant. C'est pas parce qu'on leur a interdit l'écran qu'ils descendent. C'est parce qu'on leur a proposé autre chose. Et proposer autre chose, c'est bien évidemment beaucoup plus important qu'interdire. Interdire n'éduque pas. Proposer autre chose peut aider. Alors à partir de là, on peut intervenir dans cet écosystème éducatif, chacun avec sa spécificité, chacun avec sa spécificité. Les parents ne sont pas les enseignants. Ce n'est pas à eux d'aller expliquer comment on doit enseigner l'accord du participe passé. Bon, voilà. Les enseignants ne sont pas les parents. Ce n'est pas à eux à aller dire qu'il faut faire cela ou faire autre chose à la maison. Chacun a sa spécificité. Et chacun, dans chacun de ces domaines qu'on a vu ce matin, grâce à la belle table ronde, chacun va avoir des objectifs particuliers. Alors je pourrais bien sûr être très long sur cette liste. Chacun va identifier les activités qui permettent d'atteindre l'objectif. Parce que quand on a un objectif avec un gamin, par exemple on veut qu'il se calme, c'est un hyperactif, on se dit c'est un hyperactif. Bon voilà, on va encore regarder ce qu'on met derrière hyperactivité. Peut-être de connaître tout ça, on va en parler très longuement. Mais on veut qu'il se calme, quelle activité on lui propose? Le théâtre peut-être, peut-être du yoga, peut-être autre chose. Quelle activité va l'aider à se maîtriser, à passer de la gesticulation au geste? Quelle activité? Construire la situation qui permet d'effectuer l'activité. Aménager l'espace-temps. On y tient beaucoup au CMA, l'espace-temps, on aménage avec les ressources, les outils et rendre possible l'investissement dans l'activité. Engager l'activité, observer les comportements, analyser les résistances. Quand on propose des activités éducatives, ça ne marche pas toujours, hein, parce que les enfants ne sont pas des élastiques ou de la pâte à modeler. C'est des êtres humains qui ne désirent pas ce qu'on veut qu'ils désirent, comment on veut qu'ils désirent. Hein. Il y a des résistances. Et moi, le mot résistance, je l'aime bien. Je l'aime bien parce que dans les anciennes ampoules électriques, et peut-être encore dans celle-là, la résistance, c'est ce qui empêche de passer le courant, mais c'est aussi ce qui fait de la lumière. Pour l'éducateur, comprendre les résistances, c'est devenir intelligent. C'est faire la lumière sur les problèmes des gamins. Comprendre pourquoi ils résistent, pourquoi ça ne marche pas, pourquoi l'activité que j'ai lancée ne va pas accrocher. Ça, c'est fondamental. Si je le comprends, alors je vais inventer autre chose et je vais progresser. Et cette compréhension
elle nécessite un travail entre les partenaires aussi, bien évidemment. Les résistances ne sont pas un malheur pour les éducateurs. Les résistances sont une chance pour les éducateurs. C'est grâce aux résistances qu'ils comprennent comment fonctionnent les gamins, ce qui les intéresse, ce qui les bloque, ce qui les aide à progresser, ce qui les handicape. Et puis, quand on a analysé les résistances, ça, parfois, il faut changer, il faut proposer autre chose. Il faut proposer autre chose. Parce que dans l'éducation, souvent, ce qu'on propose, ça marche. Je vous le dis très franchement, si vous pensez que tout ce que vous proposez, ça marche, vous allez au-devant de beaucoup de déconvenus. Dans beaucoup de cas, ce qu'on propose, ça marche. Voilà. Alors vous proposez autre chose. Dans ma carrière, j'ai été un moment vice-président d'une région, la région Rhône-Alpes, délégué à la formation, et je m'occupais des missions locales. Aussi des missions locales ici, bien sûr. Et les gens qui accueillent dans les missions locales les réunissaient de temps en temps, et je leur disais, alors c'est quoi? Ils on leur propose des trucs, ils en veulent pas. Ah, j'ai dit, écoutez, quand un gamin vous dit j'en veux pas, bon, alors là je m'excuse parce que je vais faire allusion à quelque chose, aucun d'entre vous n'est assez vieux pour pouvoir s'en souvenir. Je sais pas, personne ne s'en souvient, mais moi quand j'étais petit, il y avait un chanteur qui était Richard Anthony. Et Richard Anthony, vous n'en souvenez pas, c'est vieux. Et Richard Anthony avait une chanson que je trouvais très belle, qui s'appelait « Donne-moi ma chance encore ». Je ne sais pas si vous la connaissez, « Donne-moi ma chance encore », on la chercherait. Et alors moi je disais aux animateurs d'émissions locales, quand un gamin vous dit « j'en veux pas », vous traduisez le gamin qui vous dit « j'en veux pas », en réalité il vous dit « donne-moi ma chance encore ». Traduisez systématiquement. Quand un gamin vous dit « je veux pas de ça », traduisez. En réalité, c'est pas je veux pas de ça, c'est donne-moi une chance. Et ça, c'est très important. Et alors, si votre chance, elle marche pas, ben, traduisez. Et si ça marche pas, ben, traduisez encore une fois. Et si on en a marre de traduire, ben, allez voir les copains. Travaillez à plusieurs, inventez, réfléchissez. Réfléchissez et essayez d'être cohérent dans votre réflexion. Je cite souvent pour cela une phrase de quelqu'un que j'ai beaucoup aimé, avec qui j'ai travaillé, Jacques Lévin, qui dit, quand je discute avec un ado, avec un jeune, si je n'écoute que le moi accidenté, je me fais complice du besoin d'apitoiement. Ouais, j'ai pas de chance dans la vie. Bah ouais, mon petit n'a pas de chance dans la vie. Si je n'écoute que la formation réactionnelle dérangeante, je m'instaure sans plus punisseur de celui qui trouble l'ordre public. Si je pense naïvement qu'il me suffit de valoriser le moi pour que la partie accidentée disparaisse, je risque beaucoup de déception. Et Jacques Lévin nous dit, avec un gamin, il faut toujours pratiquer ce qu'il appelle l'écoute tripolaire. Roi Paul. J'entends le moi accidenté. Ouais, t'as pas de chance. Mais je fais respecter les règles qui rendent possible de vivre ensemble. C'est pas parce que t'as pas de chance que tu peux faire n'importe quoi, petit gars. Et en même temps, je valorise en lui les points d'appui. Je vais pas chercher que ses déficits, que ses problèmes. Je vais chercher ses ressources pour lui permettre de se dépasser. Allez, une dernière série de remarques très rapides, mais que vous avez déjà faites et que les participants à la table ronde ont déjà fait. Le partenariat. Il y a deux types de partenariat. Le partenariat qu'on pourrait appeler juxtapositif. C'est la tranche napolitaine. Il y a la PJJ, l'association, l'école, les travailleurs sociaux, et puis tout ça c'est juxtaposé. Les gens ne se parlent pas. Le gamin, il est bombardé de dispositifs. Ces dispositifs s'ajoutent et s'accumulent les uns aux autres.
s'accumulent les uns avec les autres. On sait, parce que là, il y a des recherches qui nous le montrent très précisément, qu'il y a un manque de coordination, de mutualisation, une perte de temps. Il y a un renforcement du sentiment victimaire. D'ailleurs, les gamins disent qu'il y a tant de gens qui s'occupent de moi, c'est que vraiment je vois rien. Ou au contraire, s'il y a tant de gens qui s'occupent de moi, je vais jouer entre eux. Et on est dans un partenariat juxtapositif qu'il faut remplacer par un partenariat, et c'est ce à quoi la table ronde a appelé tout à l'heure, et je conclus sur ce qui nous a introduit, un partenariat interactif. C'est un partenariat où on met en synergie les différentes analyses. On discerne les interventions prioritaires. Parce qu'à certains moments, c'est là qu'il faut agir plus qu'ailleurs. Et il n'y a pas de petit lieu. Madame nous a dit qu'elle était responsable de la restauration scolaire. Vous savez que ce qui se passe à la restauration scolaire, c'est absolument déterminant sur la réussite scolaire, sur le développement de l'enfant, sur la socialisation, et même sur l'apprentissage d'un certain nombre de qualités morales. Identifier les leviers à moyen et à long terme et permettre à chaque partenaire de rester dans sa compétence spécifique, mais en intégrant la nécessité des autres postures et leur nécessaire unité. Alors pour ça, il faut faire ce qui nous a été dit tout à l'heure, justement. Le véritable partenariat suppose de s'identifier. On sait que les autres existent. Se connaître. S'informer. Partager des analyses. Se donner des objets de dialogue en commun. Bien sûr. Se donner des objets de travail concrets en commun. On va s'inviter. S'inviter, c'est fondamental. Bientôt, il va y avoir les vœux. Alors souvent, on ne sait pas trop que mettre dans les vœux. Bonne année, bonne santé. Alors moi, je vais vous donner un conseil de vœux. Un enseignant, pour les parents, je fais le vœu que vous puissiez venir dans ma classe une fois cette année pour voir ce que j'y fais. Pour les animateurs, je fais le vœu auprès des parents que vous puissiez venir participer à une activité avec vos gamins, voire en animer une. Pour les parents, je fais le vœu de rencontrer plus souvent les enseignants et les animateurs et ainsi de suite. Ça, ce sont des vœux qui pourraient être des vœux opérationnels. Se donner des objets de travail concrets communs, précis. Se donner précisément des lieux, des occasions, des moyens de rencontre et de collaboration. Parce que, comme l'a dit M. Parent-Élève, il ne s'agit pas simplement d'avoir des discours généraux, du type « oui, on va collaborer ». Oui, mais quand? Comment? Vous m'invitez dans la classe pour que je vois ce qui se passe dans l'école, vous m'invitez dans le centre social, vous m'invitez dans l'animation, et les enseignants, les animateurs, ils les connaissent. Vous ne pourrez pas les inviter une fois, un jour, à partager un repas pour discuter un petit peu de ce qu'ils font? Voire inviter les enseignants à venir participer à une activité avec les gamins, là. Tiens, il y a une activité avec les gamins, on fait, je ne sais pas, de la poterie, du cerf-volant, des cabanes. Les enseignants pourraient venir, comme ça les élèves verraient que vous aussi, vous pouvez apprendre des choses. C'est quand même important. S'inviter, travailler ensemble, et pas travailler ensemble que dans les trucs, vous savez, où on organise l'agenda, du type aujourd'hui c'est moi qui va ouvrir la porte, et demain c'est toi. Hein? Ça c'est utile, il faut savoir qui va ouvrir la porte, bien sûr. Hein. Pas qu'il ne faut pas savoir ça. Il faut aussi aller au concret, au quotidien. Les grands-parents ont parlé, il faut les impliquer dans son devoir. Les animateurs, les enseignants, les parents, tout le monde, il faut les impliquer. Alors je vais m'arrêter là, bien sûr, j'ai été déjà un peu long. Vous voyez qu'accompagner les enfants, éviter les dérives, faire face aux défis d'aujourd'hui, aux dysfonctionnements,
aux problématiques que j'ai évoquées. Ça nécessite un vrai partenariat, une véritable alliance. Et ça nécessite aussi de ne pas perdre de vue le cap, là où on va. Parce que, en métaphore maritime, si vous êtes habitué, si on a un bateau dans lequel on passe son temps à réparer le moteur mais qui jamais ne quitte le port, ça ne sert pas vraiment à grand-chose. Or, très souvent, dans nos partenariats, on passe son temps à réparer le moteur mais jamais on quitte le port. Et il faut que de temps en temps on quitte le port. Il faut qu'on aille quelque part. Et pour ça, il faut qu'on ait, allez, j'ai employé un mot un peu fort, il faut qu'on ait la foi. Alors pour conclure, une phrase. Je conclue souvent sur une citation. Hier, je concluais sur une citation de Deligny, que j'aime bien, que je redis quand même parce qu'elle est importante. Hein? Deligny qui disait, il faut qu'on se souvienne, Deligny qui disait, si tu promets et que tu ne tiens pas parole, tu le paieras très cher et ce sera justice. Tenir parole. Pas trop promettre, mais promettre ce qu'on peut tenir. Une autre citation aujourd'hui de quelqu'un avec qui pourtant j'ai eu des débats, j'ai été en désaccord à plusieurs reprises avec lui, le philosophe Régis Debray, qui dans son livre qui s'appelle Bilan de faillite, qui est un livre dédié à son fils, écrit ceci. Si nous n'avions pas d'autre source d'énergie que le bon sens, nous ne pourrions que négocier au jour le jour la déprime. Chacun pour soi, comme dans un naufrage. Ce qui nous rassemble, c'est ce qui nous dépasse, mais ce qui nous dépasse n'a souvent pour les gens raisonnables ni queue ni tête. On ne vit qu'avec un indémontrable chevillé au corps, et si tu veux pouvoir aller jusqu'au bout de toi-même, préserve en toi la part du feu. Alors moi je vous dis, mes amis, faites du partenariat, multipliez vos compétences, informez-vous, travaillez ensemble, mais aussi, je vous en supplie, préservez en vous la part du feu. Voilà, merci pour votre attention. Je dédie tous ces applaudissements aux gens qui sont sur le terrain, qui sont intervenus tout à l'heure à la table ronde et qui mettent en pratique tout ça. Et à vous, bien sûr. Bien, je vais donner mon micro-baladeur seul. Il nous reste un petit quart d'heure à Jean-Pierre pour que ceux et celles qui veulent intervenir. Alors, pas des questions, parce que si vous me posez des questions, je vais être obligé de répondre, ça va être trop long. Donc, des réactions, des témoignages, des objections, tout ce que vous avez envie de dire et qui vous paraît important de communiquer à tout le monde aujourd'hui. Donc là, c'est vous qui avez la parole, carte blanche à vous. Bonjour et merci de donner la parole parce que à vous écouter, on a envie de réagir tout le temps. J'ai plein de choses qui se bousculent dans la tête depuis que vous avez commencé. Et donc, moi, je suis titulaire remplaçante dans le premier degré. Et je souhaite à tous les collègues, une question que je fais de temps en temps, une petite parenthèse, d'être un jour amené à être remplaçant. Parce que ça permet de sortir déjà de son cadre de travail, de rencontrer d'autres situations, d'autres collègues et d'apprendre. Ça fait plus d'une dizaine d'années que je suis remplaçante et j'apprends tout le temps, tous les jours, dans des situations différentes qui sont très enrichissantes. Voilà. Ça devrait être presque une obligation dans notre métier. On se remet en question et ça nous redonne un petit peu de plus. Parce que je vois trop justement de collègues, quand je vais dans les écoles, qui s'ennuient presque. Parce qu'au bout d'un moment, ils perdent l'enthousiasme. Ça, c'était une petite réflexion. Ce que je voudrais dire
choses, mais j'ai juste ma réflexion principale, c'est travailler ensemble, oui, on manque de temps souvent pour ça, on le sait tous, mais on passe beaucoup de temps à réfléchir à ce dont ont besoin les enfants, les élèves, pour apprendre, mais on leur donne rarement la parole. Et vous avez commencé en disant que les enfants doivent être entendus. Et moi, justement, le fait de tourner dans les classes, je leur donne parfois la parole, et je leur demande, ça c'est quoi pour eux l'école idéale? Et il en ressort très souvent, ils aimeraient améliorer le cadre. Nous sommes dans des écoles qui sont souvent fixes. Ils me disent, on voudrait de la couleur, on voudrait des jolis meubles, on voudrait planter des arbres, on voudrait des animaux, on voudrait de la musique, on voudrait, voilà, plein de choses pour que l'école soit un endroit où on a envie d'être déjà. J'ai été, avant d'être remplaçante en maternelle, en petite section, et pour moi, mon principal objectif, c'était de rendre ce lieu accueillant, agréable. Déjà, il faut que l'enfant, c'est pas lui, on ne sait pas ce qu'il fait chez lui, mais il faut que quand il arrive à l'école, il se sente en sécurité, il se sente accueilli, il se sente bien. Déjà, s'il est dans un environnement qui lui plaît, il va avoir envie. On parle rarement du bonheur, du désir qu'on a à l'école. Voilà. On met trop de mots qui sont fâcheux, l'apprentissage, la passion. Il y a toujours trop de rigueur, mais donnons un petit peu la parole aux enfants et essayons de faire une école qui leur ressemble. Voilà, merci. Oui, dégainer l'article 55. D'autres interventions? Oui, madame. Mais encore une fois, je ne répondrai pas à chacune. Je vous remercie tous, et vous en particulier, M. Gallet, pour cette conférence. J'étais très enrichissante. J'avais d'autres publications que j'ai reportées, que j'ai trouvé ça extraordinaire. Merci encore. Merci à vous. Et je souhaiterais quand même souligner l'absence quand même de partenaires, pour moi, indispensable également avec les écoles. Je suis chef d'établissement au collège et je souligne l'absence quand même des collectivités territoriales qui sont les associations. J'ai beaucoup aimé l'intervention de la dame de l'association, effectivement, mais sans la volonté politique, je tiens à le souligner, sans la volonté politique, on a l'impression d'être un peu confusionné. Voilà. De gesticuler dans son vocal, d'essayer plein de choses qui ne fonctionnent pas. Donc ce maillage que nous appelons de nos voeux, ce serait bien qu'il soit efficace et que ça ne se fasse pas dans une région et pas dans l'autre, etc. Pour la réussite de tous nos élèves. Vraiment. Merci. Merci beaucoup, vous avez bien raison de cette demande. D'autres interventions, d'autres cris du cœur, d'autres cris de révolte, d'autres... tout ce que vous avez envie de dire. Oui, au fond, là-bas. Madame. Oui, on arrive avec le micro. Alors, il y a un coureur de fond un athlète, un Philippe qui court à travers les escaliers. Oui, ça y est, il a passé le relais. Le relais est arrivé, je voulais juste faire une petite remarque. C'est que j'ai vécu quelques temps en métropole, effectivement, quand je suis revenue, j'ai trouvé que c'était non pas un désastre, mais un désert de patrimoine, de patrimoine de plantes. Et c'est vrai que j'ai vu arriver ce Mémorial Act, et je me suis posé la question, est-ce qu'en miroir du Mémorial Act, on n'aurait pas pu faire aussi, de l'autre côté, peut-être vers Jarry, un centre comme la cité de la Villette, pour que les jeunes puissent découvrir des choses, qu'on maintienne à chaque fois une activité au bout du jour, parce que nous avons des jeunes qui font des choses intéressantes, mais il nous manque quelque part une cité de l'industrie, une cité où on peut apprendre des choses. Et nous, parents, comme je vois que nous avons été, il y a quand même avec pas mal de départs, avec plus d'hommes et compagnie, nous avons quand même un manque de patrimoine. Nous n'avons pas les mêmes racines que d'autres. Est-ce que justement, nous avons besoin de parler, comme vous dites, mais nous aussi, nous avons besoin de culture.
Parce que la plupart du temps, à travers les téléphones, etc., nos enfants, ils s'acquièrent ce qu'ils peuvent. Mais nous, on n'a pas le temps déjà de ça. Mais il aurait fallu que nous puissions visiter ces espaces modernes et qui sont tournés vers l'avenir pour que nous puissions discuter avec nos enfants, marcher, discuter dans un espace où il y a une création. Où est la création? Nous allons vers le Memorial Act et c'est tout ce que nous avons. En tout cas, c'est celui-là, le seul que j'ai visité avec mes enfants. C'est le Memorial Act et je m'excuse. Merci, nous vous avons entendu. J'espère que vous aurez satisfaction. En tout cas, votre demande a été entendue. J'espère qu'elle sera relayée. Il y a une personne qui demande la parole devant. C'est la dernière. Et puis, je vous demande encore une petite minute de patience. Vous êtes en état d'hypoglycémie avancée. Voilà, c'est vous qui concluez, madame. En fait, c'était une remarque par rapport au lieu d'école, donc par rapport à ce que la collègue a dit sur le fait que c'était important que ce soit attractif. Mais ce que je voulais dire, c'est que si on regarde, quand je travaille en éducation prioritaire en Guadeloupe, et c'est vrai que souvent les lieux, ça m'a toujours surpris dans les écoles. Par exemple, il n'y avait pas de salle des lettres réellement dédiée, c'était construit dans un coin, c'était confiance, c'est la salle informatique. On reçoit les parents de l'éducation prioritaire qui sont des fois, parfois et souvent même des parents qui ont un rapport à l'école un peu complexe. Quand je les reçois, je me dis c'est drôle parce que je les reçois, je leur dis asseyez-vous là, en fait, comme si c'était des élèves à la table de souvent la table de leur enfant. Et je suis jamais trop à l'aise avec ça. Et je me dis, donc peut-être une solution jouable, si dans les écoles, il y a des personnes de rectorat et autres peut-être qui peuvent entendre, si dans les écoles on allait sur une réflexion qui serait ce fameux tiers-lieu à l'intérieur de l'école, c'est-à-dire juste un lieu qui serait à la fois la salle des maîtres conviviale avec la cafetière et les petits gâteaux, parce que des fois on est un peu hypoglycémique quand on fait des surveillances de récréation, et les parents qu'on reçoit dans ce même espace également, et les gens du périscolaire, etc., etc. Parce que là, avec les sites éducatifs, par exemple, on est en train de réfléchir aux espaces parents. Et je me dis, c'est marrant parce qu'on dit espace parents. Donc, de nouveau, l'espace parents, c'est un espace. Il y a espace classe, espace enseignant. Donc, par rapport à ce que vous avez expliqué, je pense que ça, on pourrait être en mesure de le faire, de dire, allez, on ne fait pas tout cet espace, on fait un tiers-lieu école qui servirait aller dans le sens de ce que vous avez dit, auquel je crois. Merci beaucoup. Merci infiniment, c'est une très très belle proposition à laquelle j'adhère mais à 100%. Et je vais maintenant donner la parole à Jean-Pierre Picard pour conclure. Il est temps, il est midi. On vous remercie encore de votre attention. Jean-Pierre, c'est à toi. Il faut que l'on sorte de la société des voyages, etc. Mais avant de sortir, je voudrais faire 3 remerciements. Le premier, aux personnes qui ont témoigné, qui sont venues, qui ont parfaitement depuis cette conférence, et à une première lieu pour son passionnant exposé. C'est un peu audace de dire ça, et c'était peut-être plus passionnant, et je pense que dans le toi, tu as celui qui vont pousser, tu as déplacé des lignes, et que chacun et chacune d'entre nous va demain réfléchir comment renouveler nos pratiques d'agronomie. Un deuxième remerciement à l'équipe du CNA qui a préparé cette conférence, Karine Anglard, la directrice qui avait une de l'année. Mais aussi à Kirilski et à Marie-Jeanne, la personne de l'ombre, la personne qui fait tout pour t'avoir bien pour raison. Et à tous, merci. Et puis, un troisième remerciement à vous tous, un samedi matin, alors que Théâtre Amateur Principaux, dans quelques instants, va démarrer le grand papa. Merci à vous et à tous.